Dans cette vidéo, on va essayer de voir comment l'anime Dr Stone peut en réalité être bien plus profond qu'il n'y paraît. En effet, via les idées défendues par ses personnages principaux, notamment Senku et Tsukasa, il amène des questionnements ultra pertinents sur le progrès technique et la civilisation moderne dans laquelle on vit. Et toutes ces réflexions amenées par l'œuvre, je les ai bien sûr toutes répertoriées, creusées et documentées au maximum afin de vous sortir la meilleure analyse possible. Donc s'il t'arrive de te questionner sur la direction que prend le monde dans lequel on vit, si par exemple tu t'es déjà demandé où doit s'arrêter le progrès, a-t-il une limite ? Et bah reste jusqu'à la fin, parce que tout ça et plus encore, ça se passe dans la plus longue vidéo de ma chaîne. Et comme vous allez le voir avec la dernière partie, ça va nous mener assez loin. Aujourd'hui, spéculation. Ce fameux soir où Senku expliquait à Chrome tout ce qui existait dans la civilisation qu'il n'a pas connue, Chrome était émerveillé. C'est quoi ce poulet, c'est quoi? Mais parmi toutes ces inventions humaines, une en particulier retint son attention. Il se trouve qu'à l'époque, sur leurs ordinateurs, les hommes utilisaient NordVPN, un logiciel qui leur permettait de changer leur localisation et donc de dépasser toutes les barrières géographiques pour accéder à des contenus exclusifs. Le monde était alors connecté et plus de 5000 serveurs à travers le monde étaient à la disposition de quiconque en un clic depuis chez lui. Mais ce n'était pas tout. Au-delà de permettre aux humains de regarder Dr Stone sur Netflix en se mettant à Tokyo, la possibilité d'acheminer le trafic d'un utilisateur par un tunnel chiffré offrait d'autres avantages. Il permettait en effet à quiconque de protéger ses données et d'assurer sa confidentialité en ligne. Un atout de taille pour faire face à la malveillance qu'on pouvait alors rencontrer sur internet. Bref, suite à tous ces arguments, c'était décidé pour Senku et Chrome. La prochaine invention qu'ils allaient ramener à l'âge de pierre, c'était NordVPN. Mais on n'est pas à l'âge de pierre, et dans notre monde, pas besoin d'attendre, la civilisation n'est pas éteinte et NordVPN est bien là. D'ailleurs vous pouvez y souscrire dès maintenant via mon lien en description qui vous propose une offre spéciale de 2 ans avec un bonus à la clé, le tout satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. D'autant qu'en ce moment, en souscrivant à n'importe quel abonnement de 2 ans, tu participes à un tirage au sort pour tenter de gagner une Tesla Model Y. Oui, les conditions sont à l'écran et de toute façon tout est en description. Un grand merci à tous ceux qui iront consulter cette offre via mon lien. Sur ce, bienvenue dans la plus longue vidéo de ma chaîne. L'humanité semblait se porter à merveille, elle était dans une optique de progrès constant. Sous tous les plans et dans tous les contextes, ce qu'elle cherchait, c'était à faire grimper les courbes. Ainsi, nos technologies et nos connaissances ne cessaient de s'étendre, nous visions toujours plus loin, plus haut, si bien que la prochaine étape semblait se situer au-dessus de nos têtes. Cette course au progrès, elle paraissait sans fin jusqu'à ce fameux jour. Ce jour où une lumière emplit le ciel et où l'humanité fut pour la première fois depuis longtemps totalement impuissante. Ce jour-là, l'humanité tout entière a été changée en pierre. Lui, c'est Senku. Après être resté pendant 3700 ans pétrifié sous la roche, il demeure parfaitement lucide sur la situation dans laquelle il est. Compte tenu de son analyse, il est probablement le seul humain sur Terre dépétrifié, et tout est à reconstruire. Oui, la nature a bel et bien repris le dessus pendant toutes ces années, et toute infrastructure humaine ou toute avancée technologique ont totalement disparu. Et face à cette situation, Senku, obsédé par la science depuis le plus jeune âge, se fait 2 promesses. La première, il sauvera tous les humains, sans exception. Et j'ai bien l'intention d'utiliser les pouvoirs de la science pour sauver absolument tout le monde. Et la seconde, il fera en sorte que l'humanité reprenne son chemin où elle l'avait arrêté en ramenant la civilisation moderne. 2 petits lycéens qui ont pour mission de recréer une toute nouvelle civilisation à partir de rien. Retenez bien ça, la civilisation, c'est l'ensemble des traits qui caractérisent l'état d'une société donnée d'un point de vue technique, intellectuel, politique et moral. En ce sens, il en existe plein, on peut parler de civilisation primitive. Mais lui, Senku, ce qu'il veut, c'est le retour de la civilisation moderne. Une civilisation basée sur les sciences, qui lui permettra de ramener à la vie les projets humains les plus fous pour qu'ils puissent peut-être un jour, comme il se l'était promis, aller dans l'espace. Qui sait? Il recrute une fois tous les 10 ans environ. J'irai dans l'espace. Mais au début de l'anime, on n'en est pas là. Senku n'en est qu'au stade des premières découvertes. Il ne doit se contenter pour l'instant que de techniques rudimentaires de survie. Et le vrai problème, c'est qu'à l'âge de pierre, sans technologie, sans armes, ce qui prédomine, c'est la loi du plus fort. Et face à un lion, Senku il est bien impuissant. Il n'a donc d'autre choix que de faire appel au lycéen le plus costaud du Japon pour lui venir en aide.
Lui, c'est Tsukasa. Il vient d'être dépétrifié par Senku, et le truc, c'est qu'il a des idées bien différentes de ce dernier pour le futur de l'humanité. Sa vision à lui, c'est qu'il faut dès maintenant renoncer à la civilisation moderne. Il faut, tout comme nos ancêtres le faisaient, réapprendre à vivre avec la nature, et dire stop à la course sans fin du progrès et des sciences, qui de toute façon ne font ressortir que le mal chez l'être humain. À ce stade, on est face à une opposition fondamentale, qui selon vers quoi on bascule, devrait mener l'humanité dans deux voies totalement différentes. Mais bien sûr, les deux connaissent leurs responsabilités, et ils semblent chacun avoir des convictions assez fortes. L'un, féru de science comme on l'a vu, pense qu'il faut miser sur la modernité. L'humanité a mis 2 millions d'années pour passer de l'âge de pierre à l'ère moderne. Nous, on va devoir le faire beaucoup plus vite. Je vais reconstruire notre monde. L'autre, lui, veut le maintien de cet âge de pierre. Il pense que ce nouveau départ est un signe qui doit nous permettre de revenir à des valeurs plus traditionnelles. Nous dépétrifierons uniquement la jeunesse au cœur pur, et nous vivrons dans un monde en harmonie avec la nature où personne ne nous gouvernera. Et maintenant, pour arriver à leur fin, pour que la direction qu'ils jugent la meilleure se réalise, eh bien ils ont tous les deux leurs propres moyens. Au final, ce qui contrôlera ce monde de pierre primitif, L'un comptera ainsi sur la force, ce sera la force pure que la nature a donnée à l'espèce humaine. et l'autre sur la science. Ce sera la science, accumulée par les humains eux-mêmes. Bref, vous l'avez compris avec cette dualité, pour comprendre le monde selon Senku, il faut commencer par aborder le monde selon Tsukasa. Au début de l'histoire, eh bien l'homme est toujours quasiment à l'état de nature, un concept central chez Tsukasa. La nature regorge de richesses que la nature a données à l'espèce humaine. Nous vivrons dans un monde en harmonie avec la nature. Bon, on va détailler dans toute cette partie, mais pour la faire court, l'idée globale de Tsukasa, c'est que l'homme ne doit pas quitter l'état de nature. Et pour arriver à cette fin, sa stratégie sera donc de faire barrière aux progrès techniques et aux sciences, car ce sont bien ces derniers qui ont le pouvoir de ramener la civilisation moderne qu'il déplore. Bref, déjà, si Tsukasa veut rester à l'état de nature, c'est que pour lui, cet état de nature est suffisant. Il faut s'en contenter, vivre en communauté pour subvenir à ses besoins et à ceux du groupe, mais pas plus, car c'est uniquement dans ces conditions que l'homme est bon. Ce nouveau monde est un monde de pierre, un paradis intact et pur encore jamais souillé. Ici, Tsukasa reprend en fait l'idée de Rousseau, selon laquelle l'homme est bon de nature, dans le sens où à l'origine, il ne se pose pas la question du bien et du mal, il vit juste en harmonie avec la nature et n'a pas besoin de savoir ce qui est bon ou mauvais. Puis ce serait alors bien l'apparition de cette culture et le développement de son intellect qui lui ferait se poser cette question, et qui l'empêcherait de retrouver son insouciance originelle. Ainsi, par ce premier prisme, on comprend la volonté de Tsukasa de faire barrière à la science de Senku. Il semble que pour lui, la culture, qui fait quitter à l'homme son état de nature, viendra forcément altérer la morale, comme si les arts et les sciences amenaient inexorablement du mauvais. Et plus encore, au-delà de toucher la morale, ce mal amené par les sciences, il serait aussi directement reflété par les produits qu'elles créent. À ce sujet, Tsukasa fait par exemple un focus particulier sur les armes scientifiques destructrices créées par les hommes du temps de la civilisation moderne. Enfin voilà, autant de conséquences qui permettent de comprendre le combat de Tsukasa contre la diffusion de la science et de la culture comme c'était le cas auparavant. Et d'ailleurs des combats, même s'ils sont tous liés car contenus dans sa grande idée, Tsukasa en a plusieurs, et le suivant, il vise les adultes. En effet, Tsukasa ne veut pas ramener les adultes à la vie, car pour lui ces derniers symbolisent la société corrompue du passé via notamment le concept de propriété privée. Un concept qu'il déplore totalement, puisqu'il estime que tout n'est que nature et que cette dernière ne doit appartenir à personne. Le monde était déjà comme ça bien avant la naissance de l'homme. Il n'appartenait à personne. Selon lui, le vrai mal de la civilisation, c'était ses adultes, accompagnés des taxes et des loyers qu'ils venaient réclamer aux jeunes pour un monde qu'ils s'étaient octroyé durant leur temps de vie. L'ancien monde nous a fait comprendre que le moindre centimètre carré de ce monde dans lequel on n'a pas choisi de naître appartenait en réalité à un vieux croulant beaucoup trop riche. Et sur cette vision, Tsukasa rejoint encore à 10 milliards % Rousseau, pour lequel justement, la propriété privée était vue comme le mal absolu, le vice à l'origine de nos sociétés d'aujourd'hui et de toute dérive morale. En effet, selon lui, le passage de l'homme de la nature pour lequel tout est égal et indifférencié à l'homme que l'on connaît aujourd'hui, il serait survenu au moment même où un boug a commis l'atroce crime de s'emparer d'un morceau de terre en disant « Ici, c'est chez moi ». Dès que tout redeviendra comme avant, les puissants de ce monde crieront « Ici, c'est ma terre. Tu dois payer un loyer. Tu dois payer des impôts, et ils voleront à nouveau l'avenir de tous ces pauvres jeunes. »
En fait, pour Rousseau, avec la propriété, les hommes s'entraident, mais plus pour les mêmes raisons. Il y a corruption, traîtrise, conflit. Comme si avec une société organisée, tout changeait brutalement, à cause du fait qu'on dépend les uns des autres pour des questions de propriété, d'argent, de statuts sociaux. L'ancien monde était corrompu et perverti. À ce stade, on peut penser ce qu'on veut de cette vision de Tsukasa et des méthodes qu'il emploie pour arriver à ses fins. Je suis prêt à me salir les mains autant qu'il le faudra. Mais toujours est-il que la vision qu'il a, elle se veut long terme, et elle prétend vouloir le mieux pour l'espèce humaine. En effet, Tsukasa, il est assez lucide sur l'impact qu'a eu la civilisation moderne sur la morale, et il veut juste pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Donc, quand il voit par exemple Senku introduire le moulin à eau pour produire de l'énergie au village, même si à l'instant T c'est pour satisfaire de petits besoins, il sait très bien que, dans plusieurs générations, c'est de beaucoup plus d'énergie dont on aura besoin, et qu'ainsi, on retombera dans le même cycle qui semblait causer notre perte. Il sait qu'avec le moulin à eau, on relance la machine, et on n'est donc plus qu'à un pas de recreuser dans la terre pour à nouveau chercher du pétrole. Et ce cycle, il le sait destructeur, car il a vécu dans un monde qui le subissait. Il sait que cette course effrénée au progrès et au toujours plus conduira à nouveau au sacrifice de certains pour le bien-être d'autres. Les plus privilégiés exploitaient sans pitié les jeunes qui étaient démunis. Sur le sujet, je pense que sa vision est rapprochable de celle de Schopenhauer, un autre philosophe pour lequel l'humanité ne peut pas s'élever à l'issue d'un quelconque progrès technique. En mode si on progresse techniquement, c'est pas la peine d'avoir des attentes au niveau de la morale, puisque dans la civilisation moderne, morale et progrès, ça va pas ensemble. Ce que nous dit cet auteur, c'est que ce sont exclusivement des causes non nobles qui mènent au progrès technique. Et pour le prouver, il part du constat suivant. De base, chaque homme est fait pour subvenir à ses propres besoins. En mode pour ce qui est de la nourriture, chacun doit travailler autant pour avoir autant de nourriture. Pour ce qui est d'avoir un toit, chacun doit fournir le même effort pour se construire sa propre cabane. Mais alors, si en partant de ce constat on veut plus, ça doit forcément passer par l'asservissement de certains hommes au détriment d'autres. En mode pour avoir plus, faut de nouvelles technologies, et pour les créer, faut forcément que certains hommes aient du temps pour les penser, un temps qu'ils ne passeront donc pas à travailler. Et pour compenser ça, les autres, dans le même temps, doivent donc davantage se tuer à la tâche. Ils se retrouvent ainsi asservis par les premiers, qui les poussent à travailler plus dur. Et pour lui, ça, c'est une sorte de constante dans la civilisation. Genre sur ce point, il met carrément en parallèle l'esclavage et le prolétariat, qui semblent issus des mêmes dérives selon ses observations. On s'épuisait sans cesse au travail pour perdre plus de la moitié de notre paye en loyer ou autre. En fait, en y repensant, c'était presque de l'esclavage. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que Schopenhauer, il est très critique vis-à-vis du concept de luxe, qui est selon lui une source de mal profond. C'est-à-dire que si tous les humains travaillaient de manière égale, le concept de luxe, il aurait tout simplement pas lieu d'être. Ça n'existerait pas, on aurait tous le même mode de vie. Mais c'est pas le cas. Nul ne peut renoncer à ce doux nectar une fois qu'il y a goûté. Voilà donc comment on se retrouve avec un cycle sans fin qui semble toujours asservir davantage les mêmes personnes au profit des mêmes autres, d'où la thèse de l'auteur comme quoi le progrès technique va forcément à l'encontre de la morale. Bref, on vient ici de voir une des raisons du dernier combat de Tsukasa, et avec tous ces éléments, on comprend mieux la volonté profonde du personnage. Pour lui, c'est dès maintenant, tant que c'est encore possible, qu'il faut bloquer l'engrenage pour ne pas retomber dans les cycles qu'il déplore. On ne doit, sous aucun prétexte, recréer ce monde, tu entends ? Il faut ainsi à tout prix rester dans un état de nature où règne l'égalité et où les conséquences morales du progrès technique n'existent pas. Voilà une belle occasion de purifier l'humanité. Mais alors, si la civilisation moderne est source de tant de problèmes, qu'est-ce qui pourrait faire que quelqu'un veuille la ramener ? Eh bien ça on va le voir très vite avec Senku, mais avant de comprendre le pourquoi de Senku, va falloir qu'on revoie les bases. Avant de comprendre les raisons profondes qui poussent Senku à vouloir le retour de la civilisation, il me paraît intéressant de comprendre exactement à quel niveau il y a rupture entre Senku et Tsukasa. Et pour ce faire, on va faire un tour au XVIIIe siècle, car quelque chose d'intéressant pour notre histoire s'est produit à cette période. En fait, à ce moment-là, on peut considérer qu'on est déjà à l'aube de notre civilisation moderne et qu'une sorte de switch s'est produit dans nos manières de penser le monde et de concevoir notre futur. Pourquoi ? Parce que depuis le XVIe siècle et la révolution copernicienne, qui nous a fait reconsidérer notre perception de l'univers grâce à Nicolas Copernic, et bien de plus en plus, la science fait évoluer la manière qu'on a de voir le monde qui nous entoure, grâce à Galilée, Descartes, Newton. Puis, suite à cette période des grandes découvertes, le monde n'a jamais été aussi vite. On est alors au XVIIIe siècle et on rentre déjà dans notre époque contemporaine. Une époque de grands changements avec notamment l'entrée dans l'ère industrielle. La technique est donc de plus en plus présente, les technologies se développent et les révolutions industrielles s'enchaînent de manière effrénée jusqu'à aujourd'hui. L'industrie 4.0, c'est une nouvelle révolution industrielle. Bref, si je dis tout ça, c'est qu'entre cette période de grande découverte et ce début de l'époque contemporaine, on retrouve une rupture idéologique similaire à celle opposant Senku et Tsukasa. Et cette divergence dans la façon de penser, elle se retranscrit assez bien dans l'histoire au niveau du siècle des Lumières. En effet, même si c'est pas explicite, c'est à cette époque qu'apparaît en philosophie la notion de progrès. Mais alors pour comprendre en quoi la philosophie des Lumières est vue comme celle du progrès, il nous faut un peu de contexte.
En fait, début 18e, on ressort encore de périodes où la superstition était omniprésente, notamment la superstition religieuse. Ainsi, pour chasser cette superstition, les Lumières invoquent la raison. Pour eux, il faut penser par soi-même de manière rationnelle, dans le but justement de combattre et chasser l'irrationnel, l'arbitraire, l'obscurantisme. La lumière, c'est la connaissance, avec elle, on vient éclairer l'obscurantisme de l'ignorance. Et pour y parvenir, les Lumières cherchent justement à partager les outils permettant de distinguer croyances et connaissances. En ce sens, l'idéal des Lumières est incarné par l'esprit scientifique, car ce dernier se base sur des investigations rationnelles, il utilise la logique, il veut la démonstration. C'est comme ça que fonctionne la science. On comprend ainsi très bien comment ces idées des Lumières contribuent à faire naître ce qu'on peut appeler l'esprit moderne. Une modernité que j'avais justement associée à Senku dans ma première partie, en opposition à Tsukasa qui lui serait plutôt partisan de la tradition, disons. Mais là, problème du coup, on a dit Tsukasa égale Rousseau, et là on oppose Tsukasa aux idées des Lumières, alors que Rousseau est un philosophe des Lumières. Alors oui, mais si on le fait, c'est parce que sur la notion de progrès, en tout cas, on peut bien faire cette distinction. En effet, bien que Rousseau soit un philosophe des Lumières, en raison du caractère révolutionnaire de ses idées, il est quant à lui plutôt à contre-courant de la confiance de son époque dans le progrès. Et oui, au sein même des Lumières, il y avait des divergences de point de vue. C'est notamment très connu que Rousseau et Voltaire, à grands coups d'échange de lettres, ont passé une partie de leur vie à s'insulter. Par exemple, le sujet du progrès faisait partie de leur clash, en mode étant donné que Rousseau voyait l'homme comme bon de nature et corrompu par la civilisation, il était plutôt hostile au progrès. C'est ainsi qu'en réponse à un de ses célèbres ouvrages parus en 1755, Voltaire lui écrivit ceci. « On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » Bref, je trouvais que cette opposition emblématique sur la notion de progrès faisait un bon parallèle avec notre opposition Senku-Tsukasa, parce que dans l'idée, elles interviennent dans les deux cas proches du point de bascule où l'humanité se questionne sur le progrès, juste avant un basculement dans la civilisation moderne. D'accord, jusqu'ici on a bien pu voir comment Senku était tourné vers la science et le progrès technique. Mais alors maintenant, pourquoi ? Pourquoi, au fond, Senku aspire-t-il tant à la civilisation moderne comme futur ? Ce monde de pierre est un monde libre. Non. Déjà, en lien avec ce qu'on a dit jusqu'ici et les Lumières, la première motivation de Senku, elle est liée à la liberté. En effet, pour Senku comme pour tous les penseurs de la modernité, c'est justement la tradition qui nous empêche d'être libres. Ainsi, un mode de vie comme celui voulu par Tsukasa, qui nous imposerait des modes de comportement faisant obstacle à la créativité, à l'innovation, ne nous rendrait pas libres. Alors que la modernité, elle embrasserait ses envies et nous permettrait d'avancer en étant plus libres. Alors oui, la liberté est un facteur, mais la vraie raison n'est pas là. Selon moi, la vraie motivation de Senku se trouve tout simplement dans le rêve. Oui, la civilisation moderne permettrait à tous les hommes d'avoir des rêves et de se donner les moyens de les réaliser. Pour Senku, tout commence alors avec son rêve ultime, celui d'aller dans l'espace. J'irai dans l'espace. Un futur astronaute ? Quel magnifique rêve ! Eh bien, quand tu seras grand, tu pourras... Non, je vais pas attendre d'être grand pour le faire. Une promesse qu'il s'était fait il y a bien longtemps et qui ne s'avérera possible que s'il réussit à tout reconstruire, à ramener la civilisation. Mais bien sûr, pour que cette sortie de l'âge de pierre et ce retour à la civilisation deviennent possibles, il ne doit pas être le seul à pouvoir rêver. Et ça tombe bien, car les rêves, c'est contagieux. Je suis très impatiente de voir tout ça. Oh oui, moi aussi je veux voir ça. Toutes les statues de la planète. Ouais, on va dépétrifier tout le monde. Oui, et si c'était la civilisation moderne qui permettait plus que jamais aux hommes de rêver ? Et si c'était uniquement elle qui leur permettait de simultanément imaginer leur futur idéal, tout en ayant la possibilité de l'atteindre grâce au champ des possibles de réalisation qu'elle leur offre ? Et si c'était elle qui était en mesure de répondre aux besoins de celui qui désire juste déguster toutes les meilleures nourritures, de celui qui rêve de regoûter du soda, de celle qui se bat pour sauver sa sœur, de celui qui veut connaître toute la science de ce monde, ou encore de celle qui souhaite simplement voir le monde tel qu'il est. C'est d'ailleurs assez symbolique que le point de bascule qui permettra à Senku de rallier à sa cause les admirateurs de Tsukasa, et donc de gagner le duel, soit incarné par ce simple objet. Pourquoi un disque au fait ? Ça faisait un moment que j'y réfléchissais. Comment faire pour que toutes les connaissances et toutes les découvertes de l'humanité ne disparaissent pas à tout jamais ? Un si petit disque contenant en son sein tous les espoirs et toutes les promesses d'un futur meilleur. Une œuvre musicale qui, par ce qu'elle symbolise, est comme un témoin de la civilisation passée. Le fruit de millions d'années d'évolution, concentré et contenu dans un si petit objet. Un simple disque qui, quand il tourne, fait résonner le reliquat de la beauté de cette époque perdue. Qui montre aux villageois, découvrant la musique à cet instant, comment cette civilisation qu'on leur décrit ne pouvait être que belle pour en arriver à un tel concentré d'émotions. C'était trop waouh. Eh Senku, est-ce qu'il y avait d'autres chansons aussi géniales que celle-là avant ? Oui, des tas. Et il n'y avait pas que ça d'ailleurs. Les jeux vidéo, la télévision, les bandes dessinées, les films.
Toutes ces choses avaient été créées grâce à la science pour nous faire plaisir et nous divertir. Alors oui, on pourrait noter qu'avec ce rêve vendu par Senku pour rallier les survivants au royaume de la science, ce dernier est un peu manipulateur. Mais bon, bien que les villageois aient été corrompus d'une certaine manière, bien qu'on pourrait comparer le comportement de Senku à celui d'un colon venu imposer ses idéaux et son mode de vie à un village qui se portait très bien sans lui depuis des millénaires, au final, on comprend que si Senku fait ça, c'est parce qu'il est persuadé que cette voie est salvatrice. Il sait qu'en offrant cet objectif et ce rêve aux villageois, il donnera plus que jamais du sens à leur existence. Senku, depuis que tu es arrivé ici, chez nous, la vie est devenue bien plus ardue, ça ne fait aucun doute. Mais je dois bien l'avouer, elle est également beaucoup plus amusante. La voilà la dernière motivation de Senku. La quête vers la civilisation a donné et donnera du sens à nos vies. Et ça, tous les habitants du village, même les plus réticents initialement, finiront par le comprendre. Grâce à toi, le village s'enrichit et se développe de plus en plus chaque jour. C'est ça la science. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur ce, maintenant qu'on a balayé les idées des deux têtes pensantes de ce nouvel âge de pierre, il est l'heure de cesser le feu, et de se demander si éventuellement, un terrain d'entente ne pourrait pas être trouvé. Car finalement, Senku et Tsukasa sont-ils si opposés? Pour être honnête, je ne suis pas totalement opposé à l'idée d'avoir recours à la science. Oui, Tsukasa de base, ce n'est pas la science qu'il combat, c'est bien le système politique et social qui s'est créé autour de la civilisation qu'elle a engendrée. Mais ce que tu ignores, c'est à quel point l'ancien monde était corrompu et perverti. À vrai dire, les seules dérives de la science à proprement parler qu'il dénonce, c'est de 1 celle des armes scientifiques, gangrené par les armes créées par la science et par ceux qui nous gouvernaient. Et de 2, via à la fois son concept de nature et via le personnage de Yoga qui est dans son camp, des problématiques plutôt écologiques on va dire. Je suis sûr que tu as tout à fait conscience que cette planète ne peut en aucun cas subvenir aux besoins de 7 milliards d'êtres humains. Maintenant, comme on l'a vu, une civilisation est caractérisée d'un point de vue intellectuel, technique, moral et politique. Là-dedans, certains aspects sont plus importants pour Senku, et d'autres pour Tsukasa. Mais alors ne serait-il pas possible, en jouant sur ces aspects, de couper la poire en deux, pour construire une civilisation à la fois douée de valeurs morales fortes et portée par la science et le progrès technique? C'est la partie 3. Décidément, on n'arrête pas le progrès. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà entendu. Mais justement, la question qu'on va se poser nous, c'est de savoir où doit s'arrêter le progrès. Car oui, si on veut bâtir une civilisation postmoderne qui convient à la fois à Senku et à Tsukasa, faut déconstruire pour reconstruire. Pour ce faire, faut s'intéresser aux manières de concilier progrès technique et considération morale. Considération au sens large, j'entends, pas uniquement les sociales et politiques si chères à Tsukasa, mais bien toutes celles liables au progrès technique. L'idée ici, c'est d'ouvrir la réflexion à un champ plus large. Bref, pour remplir cet objectif, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé 3 réflexions issues de 3 périodes bien distinctes de l'histoire afin de voir quelles leçons j'en tire dans chacun des cas. La première réflexion, elle résulte du mythe de Prométhée, notamment relaté par Platon dans Protagoras, mais dont il existe plusieurs variantes. Enfin bon, tout commence avec 2 frères, Épiméthée et Prométhée. Ces derniers, ils furent chargés par les dieux, à la création du monde, de distribuer les qualités et les dons physiques entre tous les êtres vivants. Et, parmi les 2 frères, Épiméthée décida de se charger seul de cette mission. C'est ainsi qu'en créant les espèces, il donna à chacune d'entre elles un attribut spécial, lui permettant de se démarquer. Les oiseaux furent ainsi pourvus d'ailes pour voler, les lions eurent des crocs acérés, les poissons des branchies. Enfin, chaque espèce eut sa particularité lui donnant un pouvoir précis dans la nature. Chaque espèce, sauf une, l'homme, qui malencontreusement fut oublié par Épiméthée. Ainsi, l'homme, sans crocs, sans griffes, sans ailes, se retrouvait nu et sans défense. Il avait juste ses mains et se retrouvait bien dépourvu. En conséquence, pour corriger l'erreur de son frère, Prométhée alla sur le mont Olympe pour y dérober le feu à Zeus afin de le donner aux hommes. Ce feu, il symbolise la connaissance des arts, la technique est donc contenue en son sein. Et ainsi, ce feu, il permit à l'homme de se démarquer comme toutes les autres espèces, en le rendant intelligent et autonome, c'est lui qui allait lui permettre d'arriver au sommet avec la civilisation. Le problème, c'est que ce pouvoir du feu, étant de nature divine, les hommes ne pouvaient le maîtriser totalement. Il s'avérait donc dangereux pour eux, puisqu'il pouvait même les pousser à s'entretuer. Zeus dut donc agir. En conséquence, il dut accorder aux hommes les sentiments de justice et de pudeur. La première pour qu'ils soient mesurés dans leurs agissements, et le second pour leur éviter l'hubris. Avec ce mythe, on semble donc bien retrouver 2 caractéristiques symbolisant le minimum de qualité que les hommes se doivent d'avoir pour maîtriser le feu et en éviter les dangers. À présent, nous quittons Platon pour avancer dans l'histoire et rencontrer Descartes bien plus tard. On est alors au XVIIe siècle, l'humanité fait face à nombre de grandes découvertes, et plus que jamais, elle prend conscience de sa capacité à détourner les processus naturels dans le but de les rendre utiles pour elle. Ainsi, dans la 6e partie de son discours sur la méthode, Descartes aborde sa propre découverte des lois de la physique et poursuit sur toutes les perspectives que ces dernières offrent à l'homme pour maîtriser les forces de la nature.
Il dit ainsi que l'homme devient comme maître et possesseur de la nature, parce qu'à présent, grâce à la connaissance, l'homme est en mesure de comprendre les règles qui la régissent. Il n'est donc plus seulement partie de la nature, son rapport à elle change, il en devient maître. Dorénavant, la science lui permet la compréhension et donc la transformation de cette dernière. Puis, Descartes poursuit en disant qu'au regard de ce nouveau pouvoir qu'a l'homme de la refaçonner, il incombe immédiatement une forme de responsabilité. Il affirme qu'avec cette nouvelle capacité, qui pourra s'illustrer par la technique, l'homme se devra de toujours l'utiliser en gardant en tête que chaque action doit avoir pour finalité le bien général de tous les hommes. Cette formulation, elle sonne un peu comme une mise en garde. Elle se veut illustrer le fait que comme l'homme ne peut connaître en profondeur la nature, il ne pourra pas connaître certains effets indésirables de son asservissement, et il faudra donc toujours agir avec prudence. Et c'est bien ça la leçon qu'on va tirer de cette deuxième pensée amenée par Descartes. Maintenant, avant de vous dévoiler la troisième réflexion, retour rapide à Dr Stone. Ce monde a l'opportunité de repartir à zéro, et n'est pas en état de subvenir aux besoins de 7 milliards d'individus. En écoutant ici Hyōga parler, il paraît pas aberrant de dire qu'en prenant un retour à l'état de nature et en voulant faire face à la technique, le camp de Tsukasa veut aussi d'une certaine manière combattre les dérives écologiques qu'on avait pu rencontrer avec la civilisation moderne. Cette planète ne peut en aucun cas subvenir aux besoins de 7 milliards d'êtres humains. Ceci nous ramène à notre question initiale sur les limites du progrès. Une question qui a d'autant plus d'impact aujourd'hui, où on s'interroge sur la pertinence même de certains progrès. En ce moment, on est en train d'attribuer les fréquences de la 5G. Personne ne se pose la question. Il faut le faire, c'est un défi stratégique. Où les enjeux écologiques sont dans toutes les bouches. Vous avez grandi jusqu'à maintenant dans un monde d'abondance, ce monde d'abondance va progressivement s'éroder. Où les collapsologues parlent carrément d'un effondrement proche de la civilisation. On n'a pas beaucoup de temps. Enfin bref, avec tout ça, il est l'heure de vous présenter Ancionas. Et vous vous en doutez, les idées de ce dernier, elles sont liées au progrès technique et aux précautions à prendre vis-à-vis des dérives potentielles de ce dernier. En effet, avec son ouvrage phare paru en 79, ce que nous dit Ancionas, c'est que tout ce qui est techniquement possible ne doit pas être souhaité, mais doit être examiné au regard d'un principe de responsabilité. Et ce principe de responsabilité, il consiste à dire « est responsable », un sujet qui dispose de la raison et qui agit le plus simplement possible, à savoir sans penser à ses intérêts à lui, sans être égoïste. Au-delà de ça même, Jonas note qu'en cas de doute sur les conséquences de nos actes, il vaut mieux être de l'école du pessimisme. Il faut toujours envisager le pire scénario, car c'est la meilleure manière de l'éviter. Et pour prendre du recul, si on doit agir comme ça selon Jonas, c'est parce qu'on est les parents des générations futures. Genre ceux qui sont pas encore de ce monde sont vulnérables, on est donc responsable de leurs conditions de vie qui dépendront de nos décisions écologiques et politiques. Et ainsi selon lui, ne pas réaliser tout ça ou juste s'en foutre, ce serait de la pure irresponsabilité. À ce sujet, c'est intéressant de se demander si quelqu'un comme Senku serait enclin à se plier à ce genre de règles sur le plan du progrès technique. En effet, il semble que ce dernier soit prêt à tout pour retrouver la civilisation rapidement. Il paraît ainsi pas opposé à l'idée de recourir aux mêmes méthodes que par le passé, puisque ce qu'il veut, c'est juste répéter le même schéma en accéléré, mais pour arriver au même résultat. Est-ce que dans le monde que tu as connu, la technologie était encore plus avancée que ça? Oh oui. Et ça avait pris 2 millions d'années. Nous, on va faire encore mieux. Et 10 milliards de fois plus vite. Et ça sous-entend que dans la civilisation moderne qu'il va recréer, il finira par retomber sur les mêmes problèmes, notamment ceux liés à la finitude des ressources et donc au caractère court terme de cette civilisation qu'il veut ramener. Mais du coup, pourquoi Senku fait ça? Après tout, c'est un scientifique, il doit avoir conscience de l'ampleur de ces risques pour l'espèce. Alors oui, il en a conscience, mais le truc, c'est que Senku, il a une vision technosolutionniste de tous les problèmes qu'il rencontre. Si la Terre ne peut pas accueillir 7 milliards d'humains, alors nous, les 7 milliards, on n'aura qu'à s'allier pour découvrir un moyen d'y parvenir. Voilà comment on fonctionne dans le monde de la science. Le technosolutionnisme, c'est le fait de penser, comme semble le faire Senku, que la science a réponse à tout, et qu'on trouvera bien une solution technique à tous nos problèmes. Ça va être follement excitant. Enfin en somme, une doctrine qui s'éloigne justement pas mal du mode de pensée prôné par Jonas sur le progrès. Car oui, le technosolutionnisme de Senku, il revient à dire « on fait, et pour les conséquences, t'inquiète, la science gérera, aie confiance ». En gros, ça revient à avoir une vision archi-optimiste, qui permet de comprendre pourquoi, dans certains cas, Jonas dit qu'il faut préférer le pessimisme. En mode, quand on n'a pas de certitude, on ne fait pas, et on ne se dit pas « non mais t'inquiète, on saura faire ». On n'aura qu'à s'allier pour découvrir un moyen d'y parvenir. Voilà, c'est pas grand chose, mais toujours est-il qu'avec les visions de ces trois auteurs à travers le temps, on a pu tirer des bases de ce qui était nécessaire pour concilier le progrès technique aux valeurs morales. Ce qui nous manquerait donc, ce serait un sens de la justice, une pudeur vis-à-vis de la nature, des actions prudentes, ou encore le respect d'un principe de responsabilité. Et depuis quand tu es devenu un grand philosophe, toi, hein? Sur ces belles paroles et cette réconciliation de la civilisation, on arrive à la fin de la saison 2. Une fin de saison où justement, Senku et Tsukasa finissent par trouver un accord. Et le point de bascule de cet accord, il surviendra grâce à la médecine mise en œuvre par Senku pour sauver la sœur de Tsukasa. Et ça, c'est pas insignifiant.
En faveur d'un retour à la civilisation moderne, il y a des points sur lesquels on comprend facilement que c'est discutable. Mais en revanche, s'il y a bien un aspect de cette dernière dont le retour est juste obligatoire quand on en a les moyens, c'est bien les avancées en médecine. En effet, avoir des connaissances qui nous permettraient de soigner les personnes qui nous sont chères et ne pas les mettre en œuvre, ce serait criminel. Et ça, Senku en est parfaitement conscient. Voilà pourquoi le premier gros projet technique qu'il met en place au village dans sa quête de retour à la civilisation, c'est la réinvention de l'antibiotique. Le plus grand des remèdes. Nous allons créer l'antibiotique. Sur ce point, on peut également noter que si Senku réussit à rallier les villageois à sa cause, c'est certes en leur faisant miroiter les bénéfices de la science grâce au confort des ramen de millet ou des lances dorées, mais c'est avant tout en leur promettant qu'ensemble, ils sont en mesure de mettre en œuvre un plan d'action pour sauver Ruri de manière quasi infaillible. On s'y met tout de suite, pas de temps à perdre. Oui, la santé semble donc être un argument ultime du retour à la civilisation. Voilà pourquoi c'est elle qui permet à Senku et Tsukasa de finalement trouver un accord dans leurs intérêts communs. C'est en effet en lui promettant qu'il est en mesure de soigner sa sœur que Senku réussit à faire plier ce dernier. On t'offre une chance de faire revivre et de pouvoir retrouver ta petite sœur. Et d'ailleurs, cette idée de la santé comme premier bien de la civilisation, qu'on observe aussi avec d'autres exemples de Dr Stone, on la retrouve également dans le texte de Descartes qu'on a déjà étudié. Un texte où il affirme que l'un des premiers bénéfices de la science sera d'amener la santé physique chez les hommes, de soigner leur corps. Or, chez Descartes, le corps et l'esprit sont deux entités séparées mais agissant l'une sur l'autre. Donc, la garantie d'un corps en bonne santé permettrait in fine de libérer l'esprit, et ainsi d'offrir à cet esprit humain la possibilité d'user davantage de la science pour continuer de chercher à transformer le monde dans le but de l'améliorer. On rentre alors dans un cercle vertueux où la garantie de la bonne santé est primordiale et à la base de tout. Une idée qu'on retrouve d'ailleurs un peu dans l'animé, où c'est d'abord en réglant les problèmes de santé de Ruri qu'on pourra ensuite rentrer dans ce cercle vertueux de l'amélioration des conditions de vie de tous par l'usage de la science. Enfin, avec cette idée, on voit plus globalement toute la responsabilité du scientifique, pour lequel ça semble être un devoir moral que de propager sa connaissance, car cette dernière est in fine à la source de nombreux biens desquels il serait invraisemblable de se passer. Une vision qui permet de mieux comprendre le sentiment que doit ressentir Senku vis-à-vis des personnes dépétrifiées sur Terre. Il sait tout ce qu'il a à leur offrir, et le sachant, il ne peut tout simplement pas s'en abstenir. Bref, via cette approche, l'idée que je voulais introduire, c'est celle du côté inévitable d'un retour à la civilisation moderne pour l'espèce humaine. En effet, même pour revenir à Rousseau, une autre idée que ce dernier introduit, c'est la perfectibilité. Un concept qu'il associe à l'homme et qui nous dit que dans notre nature même, on aspire à s'améliorer, on aspire au futur. Comme si, d'une certaine manière, on n'avait pas d'autre choix que le progrès, car notre nature parfaitement accomplie se trouvait devant nous. L'homme serait ainsi perfectible et sa perfection s'atteindrait uniquement au bout de son histoire. Donc d'une certaine manière, avec ce nouveau départ à l'état de nature, l'histoire recommencerait. Nous serions juste face à un cycle qui redémarre, un cycle dont la finalité est bien connue de tous. Car après tout, si cette fois on en revient au mythe de Prométhée, ce que nous montre aussi ce dernier, c'est que ce qui semblait être une faiblesse pour l'homme au commencement, à savoir son dénuement originel, aura finalement été sa force, et ce qui lui aura permis de devenir la seule espèce libre capable de se réinventer en permanence. Une espèce qui, grâce à ses facultés, n'est pas déterminée par sa condition, et n'est pas prisonnière de son essence. Ainsi, là où la plupart des animaux acquièrent très tôt des dispositions leur permettant de survivre, certains sachant voler, certains étant anormalement forts, d'autres sachant courir vite très jeunes, l'homme n'aurait quant à lui aucune disposition, hormis la capacité d'acquérir des dispositions. En lien avec ça, Henri Bergson, un philosophe français, défend la notion d'homo faber, qui en quelque sorte alloue l'intelligence de l'homme à sa capacité de fabriquer des objets artificiels, des outils. Comme si, ce qui permettait de distinguer l'homo sapiens du reste du règne animal, ce n'était pas tant de simples différences biologiques, mais plutôt son intellect. L'homo sapiens manifesterait ainsi sa sagesse et son intelligence, dans la mesure où il est capable de modifier le monde qui l'entoure de sa pensée et de ses mains. Une entreprise qu'il élaborerait en maniant l'outil pour transformer son environnement. Ainsi, si l'évolution nous a menés jusqu'ici, si nos lointains ancêtres ont fini au gré des millénaires s'étant écoulés par se redresser sur leurs deux jambes arrière, devenant ainsi une espèce bipède, ça aurait été pour laisser libre leurs mains. Et ces dernières, n'étant dorénavant plus d'aucune utilité pour se déplacer, ce serait par la force des choses mises à fabriquer des outils et à les saisir fermement pour construire le monde que l'on connaît aujourd'hui. C'est ainsi que le retour à la civilisation serait inévitable, et que le vainqueur du duel Senku-Tsukasa était prédictible depuis le début. Une fatalité qui se traduit d'ailleurs assez bien par le power-up de l'anime, qui contrairement à la plupart n'est pas une progression physique visant à rendre le personnage principal meilleur en combat. Non, ici, le power-up, c'est la science, c'est l'habileté à créer de nouveaux outils toujours plus complexes en usant d'elle. En le formulant d'une autre manière, dans Dr Stone, le One Piece de Senku, c'est d'aller dans l'espace, et donc de rebâtir la civilisation. Ainsi, chaque épisode et toutes les avancées technologiques qu'ils amèneront ne feront vraisemblablement que de nous rapprocher un peu plus de cette finalité, annoncée dès le début comme une fatalité. J'irai dans l'espace. J'ai juste regardé l'animé, j'ai pas lu les scans, mais je suis sûr qu'à la fin de l'histoire, Senku a trouvé son One Piece et Senku a fini par aller dans l'espace, comme il se l'était promis.
Salut tout le monde, je vous prends en voix off maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai passé pas mal de temps à la faire, j'espère que j'ai pas dit trop de conneries dedans et que le propos il se suit quand même, c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite, donc j'espère que ça se tient. Maintenant, à propos de mon absence, silence radio pendant 4 mois, pourquoi ? Bah tout simplement parce que beaucoup de changements dans ma vie, donc nouvel appart, nouveau poste au travail, enfin des bonnes nouvelles on va dire, mais du coup voilà, le temps pour YouTube, j'ai de plus en plus de mal à le trouver, j'espère que vraiment je vais réussir à avoir un petit équilibre et pouvoir faire plus de vidéos, parce que j'aime vraiment trop faire ça et j'ai pas envie de lâcher quoi. Bref, l'avenir nous dira comment ça se passera, de toute façon comme d'hab moi je fais au max, je donne toute l'énergie que je peux donner sur le temps que j'ai là-dedans, et j'aime toujours autant faire ça. Après, pour faire que ça de ma vie, bah c'est toujours compliqué, hein. Là clairement financièrement c'est impossible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai encore une fois des sponsors, et d'ailleurs si vous voulez aller voir le lien NordVPN, tout est en description encore une fois. Voilà ce que j'avais à vous dire, tout va bien, j'essaye d'être plus actif, c'est parfois compliqué, merci pour votre soutien, vraiment c'est trop cool. Que dire d'autre, je suis à jour sur One Piece, je sais pas si j'en ferai des vidéos parce qu'il y a déjà trop de chaînes qui font ça trop bien, donc c'est compliqué. Allez, on s'arrête là, on se dit à bientôt, le plus vite j'espère sur YouTube, et en attendant, bah a priori ce sera sur TikTok que ça se passera un peu, donc venez m'y suivre, je vais encore tester un peu plus le format. Vous pouvez aussi bien sûr venir sur Instagram, même si ça fait littéralement 1 an que j'ai rien mis je crois, un jour peut-être, qui sait. Sur ce, encore merci pour la patience et le soutien, très sincèrement, c'était Gotabor, out.